Merci beaucoup, je suis vraiment ravie d'être ici avec vous tous et aux côtés de mes deux invités. Justement, on va commencer par monsieur Michel Maffezoli, qui est sociologue connu et reconnu à l'international, professeur émérite à la Sorbonne et membre de l'Institut universitaire de France. J'ai avec moi deux de ses ouvrages sur lesquels je me suis permise de baser un peu cette table ronde. Il s'agit donc de l'ère des soulèvements, pardonnez-moi, et La faillite des élites, qui est un livre qu'il a coécrit avec son épouse Hélène Stroll. Et à ma droite, Julien Rochdy, qui est essayiste. Son dernier ouvrage, c'est Philosophie de droite, que vous pouvez aller vous faire dédicacer au stand de la Nouvelle Librairie. Et donc, Julien Rochdy, qui a aussi sorti une conférence sur qu'est-ce qu'être de droite, qui est passionnante et qui, entre autres, produit d'autres vidéos que vous avez sans doute vues, puisque celles sur la chevalerie et celles sur Nietzsche ont dépassé le million de vues. Voilà pour la petite page de pub. Donc, pour cette conférence, voilà, on va parler de l'appel au peuple ou au recours aux élites. Et j'aimerais demander à mes invités, peut-être pour positionner un peu le sujet, de donner une petite définition du peuple. Qu'est-ce que le peuple? Qu'est-ce que les élites? Qui sont les élites? Et y a-t-il encore un peuple ou est-il définitivement mal pensant? Je vais peut-être vous passer la parole, monsieur Maffezoli. Je fais un petit exposé, hein, c'est ça, hein? Combien de temps? Nous avons 26 minutes pour cette conférence. Bien. Je vais un peu donner mon sentiment, en effet, sur ce thème. D'abord, je trouve que le titre général, Restaurer le politique, me paraît être une judicieuse démarche. Je rappelle que j'ai eu pour maître Julien Freund, qui nommait justement l'essence du politique. Et que cet adjectif substantivé rendait attentif au fait que justement le politique, à l'opposé de la politique, renvoie à une espèce de distorsion entre ce qui est appelé à cesser, ou en tout cas à muter, la politique, alors qu'il y a, si je peux l'exprimer ainsi, le politique, c'est une structure anthropologique. Voilà. L'essence du politique, qui était le livre de Julien Freund, le définissait. Par contre, je serais obligé de dire une forme de désaccord quant au titre même de cette table ronde, l'appel au peuple ou le recours aux élites. Mon désaccord, il est le suivant. C'est que dans le fond, la logique disjonctive, ou, est un reliquat de ce qui est là, au XVIIIe siècle, la philosophie des Lumières, ce qui va être par après, au XIXe siècle, les grands systèmes sociaux, en particulier hegeliano-marxistes, qui reposent, dans le fond, sur cette logique auquel on ne prête pas attention, qui est la logique dialectique, hein, thèse, antithèse, synthèse, et sur ce concept auquel on ne prête pas attention non plus, qui est le dépassement. Le grand concept hegelien, Aufhebung, on va dépasser le contraire. Et qu'à l'opposé donc de cette logique disjonctive, qui a marqué la modernité, existe une autre logique, en tout cas moi qui m'a beaucoup marqué, qui est au cœur même de tous mes livres, c'est une logique conjonctive, et. Et donc il n'y a pas lieu d'opposer le peuple et les élites, mais de voir comment, d'une certaine manière, ça s'accommode tant bien que mal, suivant les époques. Voilà. Et voilà en quel sens, je ne dirais pas où, mais et que dans le fond, il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre de la conjonction. Je rappelle que déjà au XIVe siècle, le cardinal Nicolas de Cuse appelait cela la coincidentia oppositorum. Comment on va arriver à conjoindre à bien des égards des choses opposées. Et de mon point de vue, ce qui est en train de se passer actuellement, ce que certains, je suis de ceux-là, faute de mieux, appellent la post-modernité, va reposer sur cette structure oxymoronique, hein, l'obscure clarté qui tombe des étoiles. Voilà le premier point. Et c'est ce qui nous permet de comprendre, et chaque fois qu'on prend le risque de m'inviter, je le rappelle, c'est qu'au-delà ou en deçà de notre cerveau reptilien,
ce qu'on a intégré sans bien y faire attention. La culture, c'est ce qu'on suce avec le lait maternel. Et dans le fond, ce cerveau reptilien, pour ce qui nous concerne, c'est le linéarisme historique. L'humanité serait partie d'un point A de barbarie pour arriver à un point B de civilisation absolue. Et qu'à l'opposé de cela, je dirais le bon sens et la droite raison réunis, quand on regarde sur 2000 ans de temps l'histoire humaine, on se rend compte qu'il y a des époques. Époqué en grec, ça veut dire le suspens des valeurs. D'une manière beaucoup plus triviale, mais non moins intéressante, l'époque, c'est une parenthèse. Donc une parenthèse, ça s'ouvre, une parenthèse, ça se ferme. Voilà mon point de vue. Et dans le fond, chaque fois qu'il y a, et c'est le second point qu'il est important, c'est une seconde banalité qu'il faut dire et redire, chaque fois qu'il y a ce changement d'époque, une transmutation épocale, comme l'on dit, eh bien, il y a un décalage, un déphasage entre les élites et le peuple. C'est ce que, dans le fond, quand il y a ces moments-là, il y a en effet une faillite des élites. Voilà, quand il y a ce désaccord. Moi, mon idée obsédante par rapport à ces deux points, donc des époques et une faillite des élites, les élites, tout simplement, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, quels qu'ils soient, politiques, journalistes, experts de divers ordres, et que cela arrive régulièrement. Et donc, dans le fond, on est dans un de ces moments-là. Moi, je rappelle ce qu'est Heidegger disait, on a toute œuvre à une idée. Moi, j'en ai une seule, une idée obsédante, et c'est au cœur même de notre propos. Entre, dans le fond, le pouvoir et la puissance. Le pouvoir, c'est justement ce qui est institué, ce que les élites vont gérer. La puissance, au contraire, est instituante. Et c'est ce qui va caractériser le peuple. Alors, dans des moments fondateurs, c'est-à-dire des moments où la culture prédomine, il y a un type d'accord entre le pouvoir et la puissance. Il est d'autres moments, au-delà de la culture, la civilisation, moment de décadence, ce que nous connaissons actuellement, où il y a une discrépance, un désaccord. Quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas. On a des exemples historiques. Je rappelle, nous connaissons tous la sécessio plebis. Quand le peuple ne se reconnaît plus dans le Sénat, il se retire sur l'Aventin. Machiavel, écrivant Le Prince, montre qu'il y a un désaccord très souvent entre la pensée du palais et la pensée de la place publique. Vous voyez, des éléments de cet ordre. Et ce qui conduit un grand sociologue, économiste, qu'on ne cite plus, qui est Vilfredo Pareto, et c'est le cœur battant, dans le fond, de ce qui est en train de se passer actuellement, la fameuse circulation des élites. Et donc on est dans un moment où il y a une circulation des élites. De mon point de vue, c'est cela qui est en jeu actuellement, c'est-à-dire qu'on est en train de quitter une topique qui a caractérisé la topique de la politique. Topique, c'est une manière de penser, qui est cette idée verticale, la loi du père, quelque chose qui fait que ce qui va culminer, dans le fond, dans l'avant-gardisme léniniste, quelque chose qui fait qu'il y a des sachants et des imbéciles qui doivent suivre le peuple en la matière. Et qu'à l'opposé de cela, pour moi, ce qui était le propre de la pré-modernité, ce qui sera à bien des égards le propre de la post-modernité, eh bien, ce n'est plus cette verticalité. Ce n'est plus simplement l'éducation, il ne s'agit pas de tirer, mais d'accompagner, réversibilité. C'est la solidarité organique. Et voilà un peu, pour moi, l'enjeu, c'est-à-dire que les élites restant sur un modèle désuet continuent à vouloir tirer, éduquer, educare, alors que ce qui est en jeu dans le peuple, eh bien, c'est encore une fois une structure qu'on peut appeler initiatique, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître, faire ressortir le trésor qui est là. Je rappelle, puisque j'ai cité Julien Freund tout à l'heure, que Freund, dans son essence du politique, rappelle que seul celui qui savait gérer sa maison pouvait gérer la maison commune. Et que c'est ça l'essence de la démocratie dans la cité grecque, en quelque sorte. Or, actuellement, eh bien, il y a quelque chose qui fait que ce rapport entre la maison personnelle et la maison commune est une pure abstraction. C'est-à-dire que dans le fond, il y a une carrière, et du coup, c'est quelque chose qui fait qu'il y a, de ce point de vue, un désaccord. Voilà, donc je ne vais pas aller plus avant, mais disons que fondamentalement, quand il y a ces processus de discrépance, et c'est mon hypothèse, il y a du grouillement, il y a du fourmillement, et que dans le fond, ce que j'ai appelé l'ère des soulèvements, c'est ce qui est en jeu actuellement, qui vont se développer. Ça peut partir de l'abstention aux diverses insurrections ou révoltes de divers ordres, mais qui, dans le fond, traduisent tout simplement le fait qu'il convient de revenir non pas à l'utilitarisme de l'étang,
c'est-à-dire l'utilitarisme de la politique, mais au contraire à ce qu'est vraiment l'être ensemble, tel que je le disais tout à l'heure. Et cet être ensemble, eh bien, encore une fois, c'est ce qui est partagé, moi je dirais, par un idéal communautaire en gestation. Comme toute période qui sont des périodes crépusculaires, cela se fait bien sûr dans la crainte et le tremblement. Merci beaucoup Michel Maffezoli pour cette introduction au débat qui est bien complète. Vous parliez d'époque qui est circulaire avec les cycles qui évoluent. Julien Rochdy, sommes-nous dans une époque qui est pour les peuples ou pour les élites ? Alors, bon, d'abord, bonsoir à tous et pardonnez-moi pour le retard, mais c'est qu'ils m'ont retenu au stand de la Nouvelle Librairie et m'ont servi un verre de rouge, donc si je raconte n'importe quoi, vous les en tiendrez responsables, ce n'est pas moi, et comme ça c'est une bonne façon de me dédouaner. Par rapport à l'époque, je vais avoir le mauvais rôle, je pense, cet après-midi, parce que je vais essayer de casser un petit peu le narratif que l'on aime tant dans notre camp, à savoir qu'il y a un peuple qui est bon, qui est animé de bonnes intentions et qui, s'il était laissé à ses instincts et à ses tendances naturelles, on va dire, et bien du coup amènerait une société dans laquelle régnerait le bon sens que l'on aime, le patriotisme et ainsi de suite. Tandis qu'en face, il y aurait des méchantes élites absolument affreuses, évidemment, qui passeraient leur temps à manipuler ce si bon peuple. Et les deux seraient seraient de nature et d'essence totalement différentes. Je crois, moi, malheureusement, qu'il n'y a pas de rupture entre les élites et entre le peuple. Je pense que pour comprendre les élites actuelles, il faut aller chercher du côté de l'individu moyen de la société occidentale. C'est à travers ce qu'est l'individu moyen créé par la causalité historique, par la causalité des esprits du temps, causée par plein de facteurs qui nous déterminent au jour le jour. C'est à travers cet individu moyen que l'on peut comprendre l'élite que nous sécrétons. Donc nous pouvons effectivement en vouloir à nos élites actuelles de profiter de leur position pour ne plus servir, car il faut toujours servir à quelque chose. Et là, c'est vrai qu'elles se servent, selon la phrase connue et consacrée, elles se servent plus qu'elles ne servent. Mais pour arriver vraiment à se passer, à se débarrasser de ces méchantes élites, il va falloir faire une réforme profonde de ce que nous sommes en tant que peuple. Parce que vous connaissez tous aussi, je suis sûr, la phrase maintes fois ressassée qu'on attribue à Mao, qui dit que le poisson commence toujours par pourrir par la tête. Or, on oublie toujours de dire que si le poisson commence à pourrir par la tête, c'est que le poisson est mort, c'est que le corps est mort aussi. Donc, si la tête pourrit, c'est parce que le corps est d'abord mort et putride aussi. Donc, voilà, je vais finir cette introduction, mais effectivement, c'est ce qui explique un petit peu l'espèce de méfiance que j'ai désormais vis-à-vis du discours purement populiste, qui est de rejeter la faute toujours sur les méchantes élites, tandis que le peuple ne serait bon. Je crois que le peuple est complice en réalité. Nous sommes complices, chacun d'entre nous, complices de cette époque, complices de cet esprit du temps, et que si nous voulons changer les choses, c'est une réforme profonde, intérieure, et réellement à l'intérieur même du peuple qu'il faudra accomplir. Et c'est ainsi qu'on changera nos élites. Monsieur Maffezoli, vous soulignez lors de cette introduction le et, la différence entre le et ou le ou. Justement, on peut considérer qu'il y a un clivage aujourd'hui entre peuple et élite. Est-ce qu'on peut rapprocher ce clivage du clivage gauche-droite finalement ? Je ne suis pas sûr que ce soit important. Vous savez, dans les années 30, un sociologue italo-allemand qui s'appelait Roberto Michels, dans un livre, il n'y a qu'un livre de lui traduit en français, parlait de la forme partie. Et il montrait que la forme partie était déjà désuète. Et donc, dans le fond, c'est ce que nous observons contemporainement. Je dirais que ce qui était prophétiquement indiqué par Robert Michels sur cette forme partie, c'est-à-dire qui aboutissait à une oligarchie. Et donc ces oligarchies, gauche et droite confondues, ne fonctionnent plus. Je pense que, de fait, ce ne sont plus les partis, quels qu'ils soient d'ailleurs, qui arrivent à promouvoir des initiatives du politique. Par contre, moi, ma réponse à votre question, je dirais la chose suivante, je l'ai un peu induit il y a un instant, c'est-à-dire que, les astrophysiciens indiquent qu'on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile morte. Et le foyer s'en est éteint
on continue à avoir cette lumière. Et donc, dans le fond, les élites restent sur les schémas qui ont marqué les temps modernes, du XVIIe siècle au XIXe siècle, à la moitié du XXe. Individualisme, rationalisme, progressisme. Et là, gauche et droite confondues, ils partagent ces valeurs-là. Or, ces valeurs, j'ai dit époque, c'est suspens. C'est-à-dire que ce qui est vécu au plus proche, la proxémique, quand je disais tout à l'heure, la vraie politique, c'était gérer sa maison. Ce qui est de l'ordre de la proxémie, ne se reconnaissent plus dans ces valeurs d'individualisme, de rationalisme et de progressisme. Mais moi, j'essayais de montrer que c'était le nous, l'idéal communautaire. C'est l'émotionnel, pour le meilleur et pour le pire. C'est quelque chose qui va mettre l'accent sur à la fois le présent vécu à partir de la tradition. Voilà. Et donc le vrai décalage, il n'est pas gauche et droite. Il est entre, encore une fois, des élites qui fonctionnent sur des valeurs désuètes, mais qui, pour le moment, ont le pouvoir de dire et de faire. Je répète, dire et faire. Et que quelque chose d'autre est en gestation, moi je considère, je ne vais pas répéter, que c'est ce processus de soulèvement, c'est-à-dire qui marque le fait qu'il y a à un moment donné une saturation. Mais j'indique bien, la saturation, elle est d'abord vécue au niveau de la vie quotidienne. Et elle ne s'institutionnalise que progressivement. Et c'est à ce moment-là, à partir de la circulation des élites, qu'il y aura un autre rapport, encore une fois, entre le peuple et ceux qui sont censés dire et faire. Vous parliez du nous, de la maison, et ça me fait penser justement à cette notion des anywhere et des somewhere, c'est-à-dire ceux qui viennent de nulle part en quelque sorte, et ceux qui sont enracinés, qui viennent d'un endroit, qui ont une identité propre. Est-ce que selon vous, il s'agit éventuellement d'une rupture qui serait plus juste que celle gauche-droite ou peuple-élite, Julien Rochdy ? Non, mais bien sûr, ça a été étudié. Christopher Lasch a parlé de la révolte des élites. Avant lui, Gustave Thibon parlait du désengagement des élites. Et d'ailleurs, c'était l'un des 3 facteurs qui expliquaient la désorganisation et la fin d'une communauté et d'une nation. Et effectivement, depuis 50 ans, peut-être plus, il faudrait le dater historiquement, nous voyons des élites qui semblent apparemment et a priori ne plus rien avoir à faire avec le terroir, avec le local, avec les pays dont ils sont issus. Bon, mais est-ce que c'est vraiment différent tout le temps dans le peuple ? Est-ce que cette déculturation, cette volonté de tendre vers l'universel et de finir donc par voir l'univers entrer chez nous, est-ce que c'est quelque chose que l'on peut constater exclusivement dans l'esprit des élites ? On a vu aussi plutôt tout un peuple entier, les élites comprises, avec les peuples, vouloir, à cause de cet esprit du temps, qui, je ne vais pas en parler maintenant parce que ce serait trop long, mais cet esprit du temps à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, dont Nietzsche déjà parlait dès le XIXe siècle. Dès le XIXe siècle, Nietzsche prévoyait que les peuples européens voudraient se dissoudre, se diluer dans l'universel et le cosmopolitisme. Et il parlait des peuples européens, et finalement les élites ne sont que des émanations de cet esprit du temps. Donc, vous savez, il y a cette phrase de Nicolas Gomez Davila que j'aime beaucoup, qui dit que le gros problème aujourd'hui, d'ailleurs, c'est qu'il n'y a qu'une seule différence entre un homme du peuple et un membre de l'élite, c'est le chiffre indiqué sur son compte en banque. Car en réalité, les gens qui nous dominent ne sont plus des aristocraties comme on pouvait en avoir à l'époque, ces aristocraties dont Chateaubriand disait qu'il fallait 1000 ans pour les créer. Ce sont des gens souvent issus du peuple et qui pensent à eux et qui appartiennent à cet esprit du temps, encore une fois, qui était individualiste, matérialiste, qui était moderne au sens du projet moderne, c'est-à-dire de la volonté de déraciner absolument les individus pour les faire entrer dans une logique de société qui soit seulement fonctionnelle, seulement marchande et qui désorganise au sens qu'il détruit l'organique de la société, car auparavant nos sociétés et nos communautés étaient basées sur de l'organique. Nous étions des peuples, nous étions des communautés parce que nous appartenions aux mêmes lignées, aux mêmes familles, nous avions une homogénéité ethnique, culturelle, religieuse que nous pouvions ressentir naturellement sans même la penser, sans même la réfléchir. Le projet moderne depuis 2 siècles, et plus encore l'acmé postmoderne qui ne fait qu'empirer tout cela, n'a cessé que de vouloir distendre et justement détruire tous ces liens organiques. Donc nous nous retrouvons dans une société où ces liens organiques ont détruit, où l'absence de liens organiques ont détruit l'idée même de peuple. Ce qui fait un peuple, c'est des souvenirs en commun,
peu de gens aujourd'hui s'intéressent à l'histoire. Moi, je le vois d'ailleurs, nous qui essayons de prêcher le retour à l'histoire et le retour à la généalogie. Sloterdijk parle d'affect antigénéalogique pour parler de l'Occident, pour parler de notre civilisation et de la modernité. C'est-à-dire que nous avons un affect qui veut toujours détruire la généalogie. Et quand je le vois, quand j'en parle aux jeunes, je vois beaucoup de jeunes qui viennent me voir et qui me disent « Eh bien, j'ai fait ce travail généalogique et j'ai appris, par exemple, que mon grand-père s'était battu dans telle bataille, avait fait ceci ou cela. » Et ils redécouvrent justement ces lignées. Mais aujourd'hui, plus personne ne nous les apprend. Donc, il n'y a plus cela. Il y a de moins en moins de familles. Toute communauté, et donc tout peuple est basé sur des familles qui s'assemblent. Il y a de plus en plus aujourd'hui, nous le savons, en postmodernité et dans les villes notamment, d'individus isolés qui ne connaissent plus ce qu'est la famille. Donc une lignée, un souvenir, des souvenirs en commun, une volonté partagée. Une volonté partagée, est-ce qu'il y a encore un peuple vraiment, à part dans quelques endroits où cela peut survivre, bien entendu, mais est-ce qu'il y a une volonté de puissance partagée? Car toute volonté de vie, ça c'est le Nietzschéen qui parle en moi, toute volonté de vie est volonté de puissance. Y a-t-il vraiment des gens encore au sein du peuple qui veulent se dire toutes ces familles réunies, nous appartenons à une seule et même nation et nous avons un projet de puissance en commun? Très très peu. Le projet est plutôt, encore une fois, de se diluer dans l'universel et d'être un citoyen du monde. Donc, voilà, j'insiste là-dessus, c'est cet esprit du temps-là duquel nous sortons sans doute de plus en plus, et c'est un espoir que nous pouvons avoir, mais c'est cet esprit du temps-là qui a sécrété et généré les élites détestables que nous avons. Donc faisons en sorte, justement, et on pourra en parler après, de sortir de cet esprit du temps grâce à la dialectique des esprits du temps, justement, et nous changerons naturellement d'élite. Je suis ravie de vous avoir entendu parler des familles. On rogne presque sur mes plates-bandes. Justement, aujourd'hui, il y a autre chose qui tient les peuples, qui les confronte les uns contre les autres. Il s'agit de la politique extrêmement coercitive des gouvernements. Est-ce que, justement, face à cette coercition, on pourra faire l'économie de la violence? Je rappelle, Michel Maffezoli, que vous avez écrit « L'ère des soulèvements ». Est-ce qu'on approche d'une forme de chaos? Oui, mais régulièrement, il y a du chaos. Mais n'oublions pas cette formule ésotérique qui n'est pas inintéressante, ordo ab chaos. C'est-à-dire que c'est à partir, en effet, d'un grouillement, j'appelais grouillement ou fourmillement, que quelque chose d'autre peut renaître. Et c'est régulièrement dans les histoires humaines qu'il y a quelque chose de cet ordre qui existe. C'est ça, les époques. Et entre des époques qui durent 3-4 siècles, il y a des périodes qui sont toujours crépusculaires. On pressent ce qui est en train de s'achever, et on balbutie par rapport à ce qui est en train de naître. Voilà. Et donc c'est ce qui est en jeu actuellement. Mais en même temps, si vous voulez, c'est dans ce chaos, n'ayons pas peur du mot, c'est dans ce chaos, moi je dis grouillement, fourmillement, on peut trouver des quantités d'expressions de cet ordre, eh bien que se cristallise, dans le vrai sens du terme, un peu comme Stendhal parle de l'amour, il dit il y a une Homère et puis il y a une cristallisation qui va être l'amour. Eh bien, de la même manière, dans cette Homère actuellement, qui est ce grouillement, on peut penser, comme cela s'est observé à d'autres époques, qu'une cristallisation pourra se faire, c'est-à-dire un ordre, qui est lui un ordre ancestral. J'ai cité Joseph de Maistre, il rappelait que le mot ancestral, c'était ancêtre et être. C'est-à-dire, encore une fois, cette idée de tradition qui est, à mon sens, en train de revenir actuellement, tout comme le sacré d'ailleurs, tout comme la tradition, le sacré, sous ses diverses modulations, ne font que rendre attentif à cela. À quoi cela? Ou peut-être faudrait dire à quoi ça? Eh bien, ce ça, pour moi, c'est cette phrase de saint Thomas d'Aquin que l'on oublie, « omnis autoritas a populo ». C'est-à-dire, alors bien sûr c'est difficile en français de dire l'autorité parce qu'on voit de suite autoritarisme. Non, autoritas, c'est en latin, c'est ce qui fait croître. Par exemple, un bon auteur, c'est celui qui fait croître vos idées. Voilà. Et donc, omnis autoritas a populo renvoie au fait qu'en effet, l'élite a pour fonction la politique. Le peuple a pour structure le politique. Voilà, c'est tout. Donc, il ne faut pas avoir peur parce qu'il y a des moments, encore une fois, j'ai bien dit, période intermédiaire, période crépusculaire. Mais la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Voilà.
Et que donc c'est en ayant cette sagesse, je dirais, de base, que l'on peut comprendre qu'il y a des reconstructions. La première phrase qui fut écrite dans notre tradition culturelle, attribuée à Anaximandre de Milet, écrite dans la pierre, en grec c'est « Genesis kai phtora, phtora kai Genesis ». Genèse et déclin, déclin et genèse. Et voilà, c'est cette dialogie qu'il faut avoir à l'esprit pour comprendre, encore une fois, que le chaos n'est pas bien grave. Alors justement, comme vous parlez de déclin et de genèse, ça me fait penser à la crise des Gilets jaunes. Et je vais me permettre de rentrer dans cet exemple qui est un petit peu concret. On a vu dans cette crise l'émergence de leaders qui ont été aussitôt phagocytés par le système. Est-ce que c'est un rétro-contrôle efficace finalement du politique pour éviter une ère de nouvelles élites ? Alors, la crise des Gilets jaunes a été extrêmement intéressante à analyser et à vivre également. Et elle montre justement que le peuple, lui seul, sans les élites justement, n'est capable, hélas, que de jacqueries. Vous connaissez les jacqueries au Moyen-Âge, c'était des raptus, c'est-à-dire des mouvements de violence soudains de paysans qui allaient se rebeller contre les seigneurs, mais qui ne débouchaient sur rien. Et c'est bien ce que nous avons connu précisément avec les Gilets jaunes, hélas. Et il faut arriver à comprendre pourquoi. La différence entre une jacquerie et une révolution tient à cela, à 3 conditions. La première, il y a la violence dont vous avez parlé, effectivement, la capacité à la violence. Je suis désolé pour les âmes fragiles ici, mais toute révolution est possible grâce à la violence, et pas seulement la violence effective, c'est-à-dire celle qu'on accomplit, mais celle qui fait peur aux élites, à ceux qui dirigent apparemment. Et je vous rappelle quand même que Emmanuel Macron avait prévu un hélicoptère pour vite s'en aller au moment où les Gilets jaunes étaient sur les Champs-Élysées et où effectivement nous vivions l'acmé de cette crise. Donc effectivement, les élites ont eu peur à ce moment-là. Donc la violence agit comme un pouvoir qui peut déboucher éventuellement sur un changement de pouvoir. Donc il faut effectivement cette capacité à la violence, et on va dire que les Gilets jaunes l'avaient, pas totalement, mais l'avaient un petit peu. Bon. Deuxième chose, il faut une idéologie. Une idéologie qui permette de créer au moins dans l'imaginaire la possibilité d'une alternative. Et ça, je suis navré, les Gilets jaunes n'en avaient pas. C'est-à-dire que ce qui a débouché sur la Révolution française, comme on le sait, c'est toute l'idéologie des Lumières, pour simplifier très, très grossièrement. Donc les gens savaient, même de manière un petit peu floue, qu'il était possible de faire éventuellement quelque chose d'autre, de diriger les choses autrement, différemment, si nous faisions la Révolution, si nous changions les pouvoirs en place. Tandis que les Gilets jaunes aujourd'hui n'avaient pas cette idéologie alternative. Nous n'avons pas nous-mêmes, et c'est un reproche que l'on doit se faire chaque jour, nous n'avons pas encore produit d'idéologie véritablement alternative. Nous sommes les rois de la récrimination, nous savons dire ce qui ne va pas dans la société, mais nous n'avons pas encore proposé au peuple, aux gens, à l'Europe, à notre civilisation, une autre voie possible, rationnelle, systématique, peut-être même un peu folle, peut-être même un peu rêvée, mais il n'en faut. Et d'ailleurs, je vais vous inquiéter un petit peu, mais c'est la gauche qui travaille en ce moment à cela, en ayant notamment fait mainmise sur l'écologie, qui potentiellement peut être une idéologie alternative un futur alternatif pour notre société. La gauche travaille activement là-dessus, tandis que l'écologie est en soi, je vous le dis, quelque chose de droite. Et que l'écologie, c'est conserver et transmettre les choses. Donc normalement, nous devrions récupérer l'écologie et en faire une idéologie avec une esthétique pour proposer une alternative au peuple. Donc les Gilets jaunes n'avaient pas cette alternative idéologique. Et, troisième condition pour qu'une révolution ne soit pas une jacquerie, eh bien, c'est justement les complicités au sein de l'élite. Je ne vais pas vous faire l'histoire de la Révolution française, mais il n'y aurait jamais eu de Révolution française sans le duc d'Orléans, qui finançait en permanence les Jacobins, et les aristocrates français qui, en réalité, étaient tout pleins, tout innervés de l'idéologie des Lumières. Il n'y avait pas ça dans les élites françaises d'il y a 2 ans. Il n'y avait pas cela. Et alors, je ne sais pas si aujourd'hui le duc d'Orléans pourrait être Bolloré, nous en sommes pas encore là. Mais enfin, les choses sont en train de changer, mais il est en tout cas incontestable que les Gilets jaunes n'avaient pas réuni les conditions nécessaires à la révolution et à un véritable changement de pouvoir. Donc le peuple est stérile s'il n'a pas ces complicités au sein des élites. Et c'est pourquoi nous, on doit travailler là-dessus, je pense, sécréter des élites dans la minorité que nous sommes, parce que ce sont les minorités en réalité qui créent les élites. Je vais laisser la parole, mais ce serait trop long, mais nous devons devenir nous-mêmes des élites, et nous devons
créer une idéologie alternative et la possibilité d'une autre société de façon systématique. Et le jour où nous aurons cela, nous pourrons utiliser la puissance du peuple. Et cette fois-ci, ce ne sera pas seulement une jacquerie. Alors, finalement, j'espère que vous ne nous expliquez pas que les élites sont mal pensantes et que le peuple pense mal, parce que sinon, je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on finirait par s'en sortir. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, Michel Maffezoli, sur les élites qui seraient mal pensantes et le peuple qui pense mal et qui nous empêche finalement d'avancer et d'atteindre un point de renouveau? En citant tout à l'heure saint Thomas d'Aquin, j'ai déjà donné ma réponse. Je rappelle que ce qui a été le propre de l'oligarchie de la forme parti, j'ai dit, c'est l'avant-gardisme qui a culminé dans le léninisme ou le stalinisme, mais qui s'est répandu d'une certaine manière dans la forme parti. L'avant-gardisme, c'est dans le fond, moi j'ai la conscience, je sais ce qui est bon pour toi. Le peuple est débile, fondamentalement. Et donc, il convient de le tirer. C'est ça, l'avant-gardisme. Alors que ça, c'est la politique. Et quelle que soit la tendance, encore une fois, à gauche et droite, il y a fondamentalement cet avant-gardisme. Moi, je considère qu'il y a une sagesse populaire qui est le fondement même du politique. Voilà, donc c'est en ce sens que, mal pensant, disons que ceux qui ont le pouvoir de dire, eh bien, reposent sur ce qu'il est convenu d'appeler la bien-pensance. Durkheim disait le conformisme logique. Et on peut décliner à l'infini. À ces moments d'intermédiaire, continue à être dominant ce conformisme logique. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a lieu d'être attentif à ce substrat, cette sagesse populaire. Pour moi, c'est le fondement même de ce qui est en jeu actuellement, ce que j'ai appelé la transfiguration du politique. La transfiguration du politique, c'est justement dans ces moments où il y a ces mutations ou ces transmutations épocales, eh bien que après quelques essais-erreurs, on va arriver, encore une fois, à reconnaître cette sagesse populaire. C'est pour ça que j'ai dit autoritas, ce qui fait croître. Et que, d'une certaine manière, c'est cela qui, en bout de course, constitue une vraie structure anthropologique. Moi, je n'ai pas peur là-dessus. Je considère que c'est cela qui va s'affirmer. Alors justement, aujourd'hui, on constate quasiment quotidiennement que les gens sont très polarisés sur des intérêts divers et variés. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une forme de transfiguration du politique actuellement ? Transfiguration du politique, je ne sais pas si c'est ce à quoi nous assistons dès à présent, mais il y a une dislocation, de toute façon, une dislocation générale à laquelle nous sommes en train d'assister, une dislocation de la nation. Bon, tout ça me fait diablement penser à la fin de l'Empire romain. Bon, c'était encore une fois une idée ressassée et éculée, mais c'est la vérité. Nous sommes en train d'assister à une dislocation générale et globale, et c'est en cela que l'on peut éventuellement imaginez à quoi ressembleront les élites de demain. Et d'ailleurs, comment même les élites actuelles pourront se transformer et muer en quelque chose de plus positif pour nous. Les élites qui ont créé le Moyen-Âge, c'était simplement des gens qui se sont levés au milieu du chaos général et qui ont décidé de protéger les citoyens, pas les citoyens à l'époque, mais de simplement mettre un donjon quelque part et de dire sur ce territoire-là, on n'entrera plus. Sur ce territoire-là, on va assurer la protection des gens qui viendront travailler. Sur ce territoire-là, nous protégerons le clergé et ainsi de suite. Et c'est donc grâce à l'autoritas, c'est toujours d'ailleurs c'est un legs de la pensée contre-révolutionnaire, c'est l'autorité qui crée le peuple. C'était une des grandes différences entre la pensée des Lumières et la pensée de la contre-révolution. Donc la pensée de droite, c'est de dire justement que à droite, c'est l'autorité, c'est le roi, c'est toujours cette autoritas qui crée ensuite le peuple. Et bien, c'est ce à quoi on assiste au début du Moyen-Âge. Ce sont des gens, des élites, qui par leur courage, leur force, leur supplément d'âme, créent ensuite la féodalité et donc le peuple, parce qu'ils simplement, ils s'installent quelque part et ils disent maintenant on va défendre ce précaré, ce territoire. Et demain, je crois que les élites nouvelles auront à faire à peu près la même chose, si vous suivez un petit peu mon regard. Et pour ce qui est des élites déjà actuelles, je pense aussi des élites donc, que nous connaissons, j'ai l'espoir qu'elles peuvent, alors pas toutes évidemment, mais qu'elles peuvent changer et qu'elles peuvent se rapprocher de nous. Moi je pense que lorsque l'on a tout, il n'y a qu'une chose à laquelle on peut aspirer, c'est le supplément d'âme.
Et ces gens ont tout, ils ont des richesses incroyables et infinies, et ils sont à la recherche d'un supplément d'âme. Et pendant les 50 dernières années qui viennent de s'écouler, ce supplément d'âme, c'était effectivement de se montrer éventuellement généreux, de financer tout ce qui allait dans le sens de la société multiculturelle, l'universel, le cosmopolitisme, et ainsi de suite. Je pense que c'est en train de changer, et je pense que nous devons nous montrer assez prestigieux, assez intéressants, assez nobles, pour donner l'envie à toutes ces élites qui n'ont que de l'argent, finalement, d'avoir envie de nous ressembler. Il faut pousser ces bourgeois à avoir envie de devenir nobles. Et ça, je crois que c'est ce que nous pouvons faire en les inspirant. Et c'est pour ça que demain, c'est mon espoir, nous aurons des élites meilleures, car on sécrétera, nous, le peuple, des élites, des gens qui diront, cette fois-ci, sur ce territoire-là, il n'y a plus de bande de racailles, pour simplifier. Et puis les élites qui existent déjà auront envie de s'ennoblir. Je pense qu'il faut espérer en leur désir de supplément d'âme. Merci beaucoup Julien Rochedy pour cette note positive pour finir cette table ronde. Merci beaucoup Michel Maffezoli d'avoir été parmi nous pour apporter votre éclairage brillant sur la question. Et merci à tous de nous avoir écoutés.